Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle série, et oui j'ai bien dit série, de vidéos dans laquelle on va reconstruire avec nos petites mains le framework Symfony. Vous inquiétez pas, c'est pas si compliqué que ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lior Chamla, développeur et formateur, et ce que je vous propose donc dans cette série de vidéos, c'est qu'on construise de rien le framework Symfony. Alors vous l'avez compris, on va pas faire exactement le framework Symfony, mais on va vraiment construire quelque chose qui s'en rapproche. Et le but de toute cette manœuvre, c'est de mieux comprendre comment fonctionnent les frameworks en général, c'est-à-dire des ensembles de librairies que l'on fait travailler ensemble de manière cohérente. Deux, quel est le but d'avoir un framework? Pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à avoir un framework? Pourquoi ne pas tout écrire tout simplement comme on sait le faire en PHP natif simple? Et trois, ça va nous aider à mieux comprendre, quand on utilise Symfony, à mieux comprendre ce qui se passe sous le capot et à ne pas rester à la surface et donc à ne pas connaître l'ensemble des outils qui sont en jeu et comment ils fonctionnent. Donc ce que je vous propose pour ça, c'est qu'on suive un tutoriel qui a été écrit il y a longtemps par Fabien Potencier, qui est toujours mis à jour et qui n'est pas assez connu à mon goût parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous débloquer votre connaissance, votre compréhension du framework. Et donc c'est intéressant que tous les développeurs qui s'intéressent à Symfony suivent ce framework. J'ai donc décidé de faire cette petite série de vidéos pour qu'on voit ça ensemble. Donc bien sûr, vous allez retrouver le lien de ce tutoriel dans la description de façon à pouvoir le suivre par vous-même à côté de ces vidéos, et moi je vous propose de vous accompagner dans ce merveilleux voyage qui va débloquer, j'imagine, votre compréhension sur pas mal de points du framework Symfony. Alors, on va vouloir créer notre propre framework, et on va commencer donc par l'introduction du tutoriel, où ce que je vous propose de faire éventuellement, c'est de mettre pause pour le lire par vous-même, mais où en gros, on va nous expliquer pourquoi c'est bien de construire son propre framework, et on va voir ça avec une application toute bête, qui va simplement dire hello à un nom qu'on va lui proposer. Et vous allez voir que rien que ça, eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense si on veut le faire selon les bonnes pratiques, que ce soit testable, que ce soit orienté objet, que ce soit réutilisable, bref, pour que ce soit bien foutu, en fait, rien qu'une toute petite application comme celle-là, vous allez voir que ça demande un peu de travail, donc pourquoi pas mettre en place pour ça un petit framework, un micro-framework. Alors on est parti, ici, on nous dit pourquoi est-ce que vous vous emmerderiez à créer votre propre framework? Et on vous donne ici plusieurs raisons valables. Tout d'abord, pour en apprendre un peu plus sur le bas niveau dans une application. Oui, vous arrivez, vous utilisez Symfony, vous faites un contrôleur, faites du twig, mais qu'est-ce qui se passe sous le capot? Eh bien, pour en apprendre plus, rien de mieux que de le créer par nous-mêmes. Deuxièmement, ça va vous permettre de créer un framework qui soit vraiment taillé selon vos besoins, et non pas d'avoir un gros bazooka pour tuer une petite mouche. Ensuite, ça va être rigolo, vous allez créer votre propre framework, et enfin, ça va vous apprendre un peu à refactoriser les choses, à penser les choses de façon différente. Et donc, on va passer directement à la pratique. Vous pourrez bien sûr mettre pause sur la vidéo et lire le tutoriel pour bien le comprendre. Et on va aller se créer un dossier dans lequel on va pouvoir travailler. Alors, eux vous proposent de créer le dossier framework, vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, j'ai opté pour le fait de créer un dossier que je vais appeler my-symfony. C'est mon Symfony. Et bien sûr, je vais tout de suite ouvrir ce fameux mon Symfony dans mon éditeur préféré, VS Code. Vous l'ouvrez dans celui que vous préférez vous. Moi, je vais utiliser VS Code. Et quand je vais arriver dans mon VS Code, je vais donc être dans un dossier qui est entièrement vide. Ce que je vais vous proposer, c'est de créer ici un fichier index.php. Et on va aller coder directement dans ce fichier index.php. Et donc, quelle est l'application que ce tutoriel se propose de nous faire créer? Je vous ai dit, c'est une application super simple où on va tout simplement choper un name qui viendrait des paramètres qu'il y a dans l'URL. Donc, du tableau get, ici, on veut choper ce qu'il y a dans get et qui s'appelle name. Ensuite, le tutoriel nous invite à faire un printf. Alors en fait, ce que je vous donne comme astuce aussi, c'est que à chaque fois que vous trouvez une fonction que vous ne connaissez pas, vous mettez pause et vous allez voir un peu qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Printf, c'est tout simplement une fonction qui va nous permettre d'afficher un texte, mais en faisant des trous dans ce texte. On va faire des textes à trous. Par exemple, hello, pourcentage %S. Le pourcentage %S veut dire ici qu'on a créé un trou qui accueillera une chaîne de caractères. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner en deuxième paramètre, qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce fameux trou. Donc ça nous permet de faire des textes complexes comme ça, sans avoir à concaténer avec les points, etc. On va pouvoir ici mettre des trous et remplir ensuite les trous avec ce qu'on veut. Donc je vais sauvegarder ça et ce que je vous propose, c'est qu'on lance le serveur interne de PHP pour voir déjà cette première petite application toute bête, quels sont les éventuels problèmes qu'elle va avoir. Donc on va faire un php-s localhost 2.3000. On est parti, et là PHP nous dit, c'est bon, ton serveur il est lancé sur localhost 2.3000, tu peux aller le voir. Donc si vous faites CTRL-clic dessus, vous vous rendez sur localhost 2.3000 et vous voyez qu'on a déjà un petit problème, une notice, parce qu'on nous dit, écoute, tu n'as pas passé de name en get là. Là ici tu nous dis get name, mais ça n'existe pas.
Alors bien sûr, si je mets mon name ici, name égale Lior, ça va fonctionner et ça me dit hello Lior. Donc vous voyez, 2 lignes est déjà un problème avec l'utilisation de cette super global get là qui est pas super pratique. Alors dans l'idéal, ce qu'on voudrait faire, c'est ici mettre une condition. On va donc suivre le tutoriel qui nous dit ici de mettre une question ternaire, une opération ternaire. Alors comment ça marche? C'est tout simple, on va poser la question suivante. Name égale, et là je pose la question. Est-ce qu'il existe dans le tableau get un truc qui s'appelle name? On pose la question. Si oui, alors ce qu'on va mettre dans $name ici, c'est getName. Sinon, si ça n'existe pas, on mettra world par défaut. Et alors là, regardez, magique, quand je viens avec un name égale Lior, ça fonctionne. Quand je viens sans name, ça fonctionne aussi, ça met world. Mais vous avez vu que, rien que pour ces 2 lignes, on a dû galérer avec la global get pour savoir est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, etc. Donc voilà, grosso modo, déjà, comment est-ce qu'on peut améliorer notre code ici pour éviter d'avoir une notice. Alors là, j'ai pris un peu d'avance sur le tutoriel, mais n'oubliez pas, vous pouvez aussi le lire par vous-même. Et n'oubliez pas aussi une chose, c'est que pour travailler sur un projet joli, propre, on va avoir besoin de dépendances, de librairies. Et on va donc avoir besoin de quelque chose qui va nous aider à gérer ces dépendances. Pour ça, on va utiliser Composer. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous tout de suite sur getcomposer.org, cherchez Composer sur Google, téléchargez-le et faites en sorte que ça fonctionne dans votre invite de commande. Suivez des tutos pour ça. Alors on va passer à la section suivante de notre tutoriel. Et ici, on nous dit que ça serait bien qu'on passe en programmation orientée objet pour gérer le protocole HTTP. On va nous parler de la librairie HTTP Foundation, librairie extrêmement importante dans Symfony, dans le framework, mais pas que, dans aussi plein d'autres applications qui utilisent cette librairie. Je vous rappelle que Symfony, c'est un ensemble de librairies, c'est pas forcément un framework, c'est un ensemble de librairies que vous pouvez utiliser de façon indépendante dans tous vos projets PHP. Et c'est ce qu'on va faire dans notre petit projet ici, on va vouloir utiliser HTTP Foundation. Alors, pour quelles raisons exactement? Eh bien, on va se rendre compte ici, si on continue le tutoriel, on va mettre un certain nombre de codes, que nos 2 petites lignes là, elles sont pas du tout suffisantes pour faire une application robuste. Par exemple, ici, vous l'avez peut-être pas vu, mais vous avez ce qu'on appelle une faille XSS. C'est-à-dire que vous prenez une information que l'utilisateur vous envoie dans l'URL, donc ça vient de l'utilisateur. Attention, tout ce qui vient de l'utilisateur peut être daubé, peut être horrible, peut vous massacrer, et donc tout ce qui vient de l'utilisateur doit être contrôlé. Et ici, ce que vous faites, c'est que vous affichez sur la page le name que vous a passé l'utilisateur sans rien donner de plus, sans rien sécuriser. Regardez ce que ça peut donner. Ici, si je viens sur mon application et que je mets point d'interrogation name égale, et ici je vais mettre une balise, strong par exemple, Lior, regardez ce que ça donne. C'est interprété, et le Lior est ici en gras. Pas bon, parce que ça veut dire que si on me met un code un peu, comment dire, malicieux, eh bien on va l'exécuter ici sur ma page. Si je mets une balise script JavaScript par exemple, attention, ça peut exécuter des codes que j'avais pas prévu qu'on exécute. Donc ce qu'on peut faire tout simplement ici, c'est protéger tout ça en faisant appel à la méthode HTML Special Cars, à qui vous allez passer le name. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter des options, comme par exemple un flag qui va expliquer à HTML Special Cars quelle est la façon, de quelle façon on veut protéger nos données ici. Donc nous, on va utiliser comme dans le tutoriel end quote. Et ensuite, vous allez pouvoir donner même ici l'encodage qui par défaut est en UTF-8. Donc ça nous va, on va pas forcément toucher à ça. Alors là, ce qu'on va voir, c'est que j'ai réussi à protéger. Regardez, si j'envoie strong Lior, au lieu de s'afficher comme ça, au lieu de s'exécuter, au lieu de s'interpréter, eh bien, ça l'écrit directement. On a empêché le code malicieux de s'interpréter ici. Magnifique! Alors, autre chose, normalement, ce que vous devez faire aussi quand vous faites une application web, c'est que vous devez toujours renvoyer au navigateur quel est le type d'information que vous lui renvoyez. En même temps que vous lui répondez, que vous lui envoyez une page, vous devez lui dire quel est le code, quel est le type de contenu de cette page. On appelle ça des en-têtes de la réponse. Et vous pouvez faire ça en PHP grâce à la fonction header. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une en-tête qu'on va appeler content type, et on va lui dire ici, c'est du texte /html, et on va même préciser que le charset, c'est UTF-8. Et donc là, l'avantage, c'est que le navigateur reçoit une réponse qui est cohérente, il reçoit un corps de la réponse, c'est ce printf, c'est qu'est-ce qu'il va afficher dans la page, et il reçoit ici même un en-tête qui lui explique qu'est-ce qu'on lui renvoie, comme ça il est au courant de tout. Magnifique. Alors, si on suit le tutoriel, vous allez vous rendre compte que même ces 3 lignes-là, qui sont finalement pas si compliquées, eh bien elles posent un problème si votre projet doit aller en longueur. Pourquoi? Parce qu'on aime bien, nous, tester les choses, on aime bien faire des tests unitaires sur ces différentes choses. Et vous allez voir ici que on a une ligne particulière qui pose déjà un problème au niveau de nos tests unitaires. Alors pour ce faire, ce que je vous propose, c'est tout simple. On va ouvrir notre terminal et on va initialiser Composer dans notre projet. Et ensuite, on installera PHP Unit pour créer un test unitaire
et voir en quoi ce code tout mimi, tout beau, eh ben, il nous pose finalement des problèmes de testabilité. Alors on va faire un composer init-n, ce qui veut dire je veux initialiser composer dans ce dossier. Très simplement, le -n, en fait, c'est pour pas qu'il nous pose des questions et qu'il nous emmerde. Après avoir fait ça, vous vous rendrez compte que effectivement, vous avez un fichier composer.json qui est apparu. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement faire un composer require phpunit / phpunit. Donc le but, c'est d'installer avec le flag -dev, dire que c'est une dépendance qui ne sert que lors de la phase de développement, elle ne servira pas si un jour je mets mon site en ligne, par exemple. On va installer phpunit, qui est un framework qui va nous aider en fait à faire des tests unitaires. Donc on est parti, on installe ça, et on attend que Composer installe toutes ces dépendances, et quand c'est fait, vous allez voir que vous avez un dossier vendor qui est apparu. Et dans ce dossier vendor, vous avez un dossier bin avec un exécutable qui s'appelle phpunit. Très facile à utiliser. Si vous êtes sur Windows, vous allez devoir taper ./vendor /bin /phpunit. Faites entrer et vérifiez que vous n'avez pas d'erreur. Si vous êtes sous Linux ou sous Mac, c'est encore plus simple. Alors là, vous pouvez tout simplement taper vendor /bin /phpunit. Et là, vous allez pouvoir taper entrer et vous allez voir que vous avez bien, effectivement, une liste de fonctionnalités qui ressortent et donc que ça fonctionne. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui nous pose réellement problème dans ce code-là? Eh bien, pour le découvrir, on va écrire un test unitaire et vous allez voir que ce code-là n'est pas forcément simple à tester. En tout cas, vous allez voir qu'il n'est pas testable directement. Je vous propose qu'on aille dans nos dossiers et qu'on se crée ici un dossier qu'on va appeler test au pluriel. Et dedans, je vous propose qu'on utilise tout simplement un fichier index-test.php. Et oui, quand on fait des tests, les classes doivent toujours finir par le mot test. Alors nous, on veut tester notre index, donc on va appeler ça index-test.php. On va donc écrire ici notre test unitaire. On va créer une classe qu'on va appeler index-test pour qu'elle corresponde bien au nom du fichier index-test. Et cette classe, elle va hériter de la classe test-case qui vous vient de phpunit framework test-case. Attention de bien rajouter le use ici, sinon PHP ne saura pas ce que c'est que cette classe test-case. Autre chose, si vous voulez que ça se fasse automatiquement, je vous recommande une extension excellente sur VS Code qui s'appelle PHP Intelligence et qui va vous permettre d'avoir beaucoup de choses en PHP. Alors ici, on ne va pas s'emmerder, on va aller voir le tutoriel et vous voyez qu'il nous propose une fonction pour tester notre fichier index.php. On va donc la mettre en place, tout simplement, hop, hop. Et en fait, je vais vous expliquer grosso modo ce qu'ils font. Si on veut tester l'index.php, en fait, ce qu'on veut tester, c'est que en donnant un nom dans le get, eh bien que ça va bien nous afficher hello et le nom qu'on a donné dans le get. Alors le get, c'est des paramètres qu'on a en URL. Ici, comme on fait un test, on passe par la console, on ne peut pas donner des paramètres en URL. On est obligé de simuler le fait que quelqu'un ait mis un name dans le get. Ici, il a mis Fabien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comme ici, on est censé faire tourner ce code-là, on est censé afficher hello et le nom qu'il y a dans le get. Nous, ce qu'on a envie de faire ici, c'est donc de créer un nouveau tampon, un tampon de mémoire. On va inclure l'index.php qui va donc afficher quelque chose dans ce tampon de mémoire. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on dit on va récupérer tout ce qui a été affiché dans la mémoire et on va le mettre dans la variable content. Et enfin, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est s'assurer que ce qu'il y a dans content, c'est bien égal à hello Fabien. Finalement, le test est relativement simple. Je passe un nom dans getName et je vérifie que mon fichier index.php fait bien ce qu'il doit faire, c'est-à-dire afficher hello et le nom que j'ai passé. Si je passe ici Lior, je dois bien vérifier que le contenu final qui sera affiché, c'est bien hello Lior. Donc faisons le test. On va se rendre dans notre console et on va taper vendor bin phpunit et on va lui donner le chemin vers le fichier test. Vous pouvez même rajouter une option color pour avoir les tests en couleur. Et boum, on voit que, aussi petit soit-il, le code qu'il y a dans notre index ici ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que phpunit n'aime pas qu'on utilise les headers. Donc notre code ici, il n'est pas facilement testable. Alors bien sûr, on a toujours des petites choses qui vont pouvoir nous aider. Par exemple, on va pouvoir commenter par-dessus la fonction de test ici. On va pouvoir ajouter des commentaires. Et on va notamment pouvoir ajouter une annotation spécifique qui existe dans phpunit qui s'appelle run in separate process. Attention, c'est pas separated, c'est separate process. Donc en gros, ça permet de dire à phpunit qu'on veut faire tourner ce test dans un processus séparé. Et à ce moment-là, vous allez voir que la fonction header que phpunit n'aime pas ne va plus poser de problème. On va pouvoir retester. Et là, effectivement, il y a tout qui passe. Mais vous avez vu, rien que pour ces 3 lignes-là, en fait, il n'est pas testable facilement. Ce code-là, il n'est pas ouf pour faire du test et pour bien travailler avec. Donc, ce qu'on nous propose dans le tutoriel, et ça sera la partie vraiment intéressante de cette vidéo,
c'est de passer sur un mode un peu plus orienté objet pour essayer de faire en sorte aussi que le code soit plus testable. Et donc, on nous fait découvrir ici la librairie HTTP Foundation de Symfony. Librairie qui est encore une fois une brique essentielle du framework Symfony et plein d'autres applications PHP qui utilisent cette brique-là. Même si elles ne sont pas sur le framework Symfony, elles utilisent cette librairie-là. Donc c'est important qu'on comprenne ce qu'elle fait. En gros, cette librairie va vous permettre d'étudier le protocole HTTP, donc d'étudier la requête, de créer une réponse, d'étudier la session, les cookies, etc. Donc tout ce qui a rapport au protocole HTTP. Mais elle vous propose de le faire de façon orientée objet, avec de beaux objets qui ont de belles méthodes bien claires, qui ont de jolies API pour qu'on comprenne bien ce qu'on fait quand on code. L'avantage, c'est que sans la librairie, manipuler le protocole HTTP, donc par exemple contrôler la requête, ça se fait par des super globales qui sont des tableaux associatifs, qui sont chiants, il faut bien les gérer. Écrire une réponse, ça se fait par plusieurs différentes méthodes, comme par exemple header pour écrire les en-têtes de la réponse, comme par exemple printf pour afficher quelque chose, setCookies pour créer des cookies, etc., etc. Vous allez avoir plein de fonctions pour créer une réponse, plein de fonctions pour étudier la requête. Ce que se propose de faire la librairie HTTP Foundation, c'est de vous donner quelques objets qui vont concentrer toute cette puissance et qui vont vous permettre du coup d'étudier la requête simplement et de créer une réponse simplement aussi. Alors pour le faire, il va falloir qu'on installe la librairie HTTP Foundation de Symfony. Donc ce que je vous propose ici, c'est de faire un petit composeur require, hop, Symfony /HTTP Foundation. Et attention, celle-là, on ne met pas le flag dev, puisque c'est une librairie qu'on voudra utiliser, y compris sur le site en production une fois en ligne. Donc on attend que Composer installe les bonnes dépendances. Et quand c'est fait, on va pouvoir l'utiliser. Alors attention, si dans notre code on veut utiliser ces dépendances, il va bel et bien falloir charger l'autoloader. Il va falloir qu'on permette à PHP d'aller trouver ces classes. Pour faire ça, on va faire un require. On va utiliser la constante dir qui représente le directory, le répertoire dans lequel on se trouve, et on va y rajouter ici, tu vas aller dans Vendor, et dans Vendor, tu vas trouver autoload.php. Ça va permettre à PHP de comprendre où se trouvent toutes les classes dont on a besoin. Et alors, je vous le disais, le but de la librairie HTTP Foundation, c'est vraiment de vous livrer quelques petits objets qui vont vous permettre de manipuler la requête sans avoir à toucher $_get, $_post, toutes ces super globales qui sont pas pratiques à utiliser. Et ça va être aussi de nous permettre de créer une réponse sous la forme d'un objet sans qu'on ait à manipuler plein de fonctions différentes comme setCookies, header, printf, echo, tous ces trucs où on pourrait un peu se perdre. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer par créer un objet qui va représenter la requête HTTP, donc le get, le post, la session, les cookies, les files, etc. Pour ça, je vais créer une variable request qui va être égale à, et là, je vais faire appel à la classe request qui nous vient de Symfony Component HTTP Foundation et request. Donc, je vais taper entrée, n'oubliez pas de rajouter le use ici. Et alors, la classe request, elle a une méthode qui s'appelle create from global, ce qui veut dire en gros, elle va aller puiser dans toutes les super globales, _get, _post, etc. Et elle va créer un objet request qui va contenir toutes ces informations. Alors là, si vous faites ici un vardump de request et tout de suite après un die, vous allez voir ce que ça donne sur votre écran. Si vous allez actualiser ici, vous allez voir que l'objet request, c'est un objet simple qui a quelques propriétés. Attribute, par exemple, on ne va pas en parler maintenant, c'est juste un sac de données que vous pouvez rajouter dans la request. Vous avez un attribut request qui représente les paramètres passés en post, et vous avez un attribut query qui représente les paramètres passés en get. D'ailleurs, vous remarquez bien ici que dans le query, je retrouve bien name qui pour l'instant est égal à strong lior. Et si je mets ici name égale lior tout simplement, vous voyez bien que dans la propriété query de ma request, je retrouve bien un name qui s'appelle lior. Très bien, magique. Alors, on a vu qu'on a pu créer ici un objet request tout simple. Alors cet objet request, encore une fois, je vous le rappelle, il a une propriété request qui représente le post, une propriété query qui représente le get. Vous avez aussi une méthode getSession qui vous permettrait de récupérer la session et de travailler avec, et vous avez bien sûr tout ce qui représente _files, donc la super globale files des fichiers, server, ça représente la super globale _server, et bien sûr, vous avez cookies qui représente _cookies. Donc vous retrouvez toutes vos super globales ici, positionnées dans la request. Mais c'est beaucoup mieux foutu. Parce que regardez par exemple query, qui représente le get, qui représente $get. Elle a des méthodes cool qui va nous permettre d'ajouter quelque chose, de filtrer, de choper avec get des informations qu'il y a dans le get, de compter le nombre d'informations qu'il y a dans le get. Bref, vous voyez qu'ici, on nous donne des méthodes super simples. Et donc, regardez ce que je vais pouvoir faire. Ici, plutôt que de faire cette ligne-là,
qui pose une question. Est-ce que le name existe dans le get? Si oui, je prends le name. Sinon, je prends world, etc. Ce qu'on peut faire ici, c'est dire name, c'est égal à request. Je vais lui demander de parler avec les paramètres get, donc avec la query. Et dans la query, je vais demander à choper quelque chose qui s'appelle name. Et si ça n'existe pas, je peux passer ici une valeur par défaut. Si ça n'existe pas, passe-moi world. Ce qui fait que ici, name, ça sera soit ce qu'il y a dans le get et qui s'appelle name, soit world. C'est exactement la même chose que ce qu'on a écrit en dessous, mais en beaucoup plus simple. Donc, je peux refactoriser mon code de cette façon-là. Je vais sauvegarder et on va voir si ça fonctionne toujours. Je vais actualiser. J'ai mis name égale Lior, donc j'ai hello Lior. Et si je supprime les paramètres, j'ai bien hello world. Donc, vous voyez cette petite ligne-là, beaucoup plus jolie que de travailler avec le tableau associatif $_get. Ensuite, pour la réponse, ici vous voyez qu'on utilise header pour ajouter une en-tête et printf pour pouvoir tout simplement afficher du contenu. Alors comment est-ce qu'on va faire ça si on veut travailler en programmation orientée objet avec HTTP Foundation? Pas de souci, on va ici créer une variable response qui sera une nouvelle instance de la classe response qui nous vient de Symfony Component HTTP Foundation Response. N'oubliez pas encore une fois de rajouter le use si ça ne s'est pas fait automatiquement. Et alors, cet objet response, on va pouvoir manipuler dessus tout ce qui concerne ce qu'on va renvoyer au navigateur. Et donc, on va pouvoir ici dire, par exemple, sur cette response, j'ai des headers. Et dans ces headers, j'ai envie de mettre en place un header qui s'appelle content type. Et voilà l'information que je vais lui donner. Text/html, point virgule, char7, égale UTF-8. Et donc, le fait de travailler sur ma réponse ici me permet de ne plus avoir à travailler avec ma fonction header ici, tout simplement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Il faut donner le corps de la réponse, ce qu'on va renvoyer au navigateur et qui va s'afficher. Pas de problème, pour ça on peut faire response flèche set content. Et vous voyez que si ici je mets Toto, et que ici je n'oublie pas bien sûr d'envoyer ma réponse avec sa méthode send, donc tout ça c'est des méthodes que vous retrouvez dans le tutoriel et bien sûr dans la documentation de HTTP Foundation. Ici je vais commenter ce printf, et là vous allez voir que effectivement je vais bien recevoir Toto ici. Donc c'est magique, il suffit de positionner sur ma réponse son contenu et ça fonctionne bien. Alors moi je veux pas Toto ici, moi ce que je veux c'est ce que j'affichais ici avec mon printf. Alors comment est-ce que ça va fonctionner? Ce que je vous propose, c'est de prendre exactement la même fonction, donc le printf de hello, %s, etc. Sauf que vous allez remplacer le printf par un sprintf. Alors quelle est la différence entre les deux? Le printf va nous permettre de faire un texte à trous, de le remplir et de l'afficher directement à l'écran. Le sprintf va faire la même chose, un texte à trous qu'on va remplir, mais sauf qu'au lieu de l'afficher, il va tout simplement nous le renvoyer sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc ce que je suis en train de dire ici, c'est que je suis en train de dire je vais faire ce texte à trous, je vais te le renvoyer sous la forme d'une chaîne de caractères et je vais le mettre dans le contenu de ma réponse. Et ensuite, je vais envoyer ma réponse. Magnifique. Alors là, vous allez me dire, mais attends, mais on a beaucoup plus de lignes, c'est beaucoup plus compliqué que nos 3 lignes de tout à l'heure. C'est vrai, mais regardez, je me passe des tableaux associatifs, je travaille en programmation orientée objet et surtout, regardez ce qui va se produire ici. Si j'ai envie de tester ces lignes-là, je n'ai plus besoin d'arnaquer PHP Unit en lui mettant ici mon annotation run in separate process. Ça, c'était un petit truc, c'est une arnaque, ça. Si je l'enlève, maintenant, je vais même enlever l'ensemble de ma documentation ici, et que je vais relancer mes tests, on va voir tout de suite. Je vais relancer ici mes tests. Vous voyez qu'il passe sans que j'ai à l'arnaquer, sans que j'ai à trouver des artifices pour que ça passe. Tout simplement parce qu'ici, j'ai travaillé sans utiliser la fonction header. J'ai travaillé ici donc proprement, avec mes petits objets, mon HTTP Foundation, et du coup, j'ai plus besoin d'arnaquer PHP Unit pour que ça fonctionne bien. Donc vous avez vu, on a plus de lignes, c'est vrai, mais on a moins de difficultés à coder ici pour choper par exemple le nom et dire que par défaut, si on n'a pas c'est world, c'était hyper simple, on a fait ça en une ligne sans utiliser la super global get. Pour la réponse, on a vraiment une API super claire, on a un objet response et on travaille avec du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, tout ça fonctionne toujours si vous allez tester. Si vous mettez pas de name, vous avez hello world. Et si vous mettez ici un name, vous avez le name que vous avez donné. Donc, en conclusion de ce premier épisode, de quoi on s'est rendu compte ici? Tout simplement que la plus petite des applications, même choper un nom et l'afficher, c'est pas si simple que ça. Il va falloir qu'on travaille dessus pour qu'elle soit vraiment utilisable proprement, qu'elle soit testable grâce à PHP Unit et d'autres utilitaires de test. Et donc, on constate que avoir une petite stack, ici on a utilisé juste HTTP Foundation pour au moins nous faciliter la vie, ne serait-ce que dans l'analyse de la requête,
dans l'écriture de la réponse et faire en sorte que ça soit testable, et ben ça c'est toujours intéressant à obtenir et à étudier. Ben oui, vous l'avez vu, même pour une toute petite application, avoir une petite librairie qui va nous aider sur certains points, et ben ça fait toujours plaisir. Alors avant qu'on se retrouve dans le prochain épisode où on va continuer à avancer dans le tutoriel, on va continuer la construction de notre propre framework. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui m'aidera à faire avancer la chaîne dans l'algorithme. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo dès qu'elle sort. Et ensuite, bien sûr, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez dans la section des commentaires, j'y réponds le plus souvent possible. Alors d'ici au prochain épisode, ou à ce qu'on se recroise sur les réseaux sociaux, ou même sur ma plateforme de formation, donc vous avez le lien en description, peut-être même qu'on se croisera, qui sait, dans la vie réelle, si on n'est pas reconfiné d'ici là. N'oubliez pas les amis, développez-vous bien.